Sergueï Girnov, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, vous êtes ancien espion du KGB. Nos auditeurs commencent vraiment à vous connaître et auteur de plusieurs livres, notamment L'éclaireur et un autre sur la guerre en Ukraine. Alors, où que les Russes aillent, Andrei, Krostin, le procureur général de l'Ukraine, a assuré qu'il faisait un nouveau Boutcha et qu'ils avaient donc découvert 36 000 corps en 7 mois. On a donc demandé à nos auditeurs, Sergueï, est-ce qu'il faudrait créer un tribunal spécial pour les crimes de guerre en Ukraine ou bien seulement le tribunal international de la Haye peut suffire? Quel est votre avis là-dessus? En principe, le tribunal international de la Haye peut suffire. Le seul problème, c'est que ce tribunal, l'Ukraine ne participe qu'à moitié à ce tribunal, parce qu'en fait, l'Ukraine a reconnu l'autorité de ce tribunal, mais n'a pas ratifié les statuts de Rome. Et donc, en fait, ce tribunal peut enquêter en Ukraine. L'Ukraine peut demander les enquêtes, mais elle n'est pas partie prise à 100% dans le travail de ce tribunal. Donc voilà, ça c'est une petite chose, mais en fait c'est d'ailleurs personne n'a jamais compris pourquoi l'Ukraine de Poroshenko et surtout de Zelensky hésite et prend autant de temps pour ratifier les statuts de Rome, parce que normalement c'est quelque chose qui est dans son intérêt, et donc là il y a aucun problème politique pour le faire. Oui. Et donc, je crois que l'Ukraine finira par le faire assez rapidement, j'espère. Mais il y a autre chose, c'est que on dit que ce tribunal, en réalité, n'a jamais vraiment fonctionné super bien. Il a condamné une dizaine de personnes. La plupart du temps, c'est les sous-fifs ou quelques deux ou trois dictateurs de l'Afrique. Milosevic n'a pas été condamné, il est mort en prison pendant son procès. Et donc finalement, ce tribunal a prouvé son inefficacité Mm. dans le domaine de poursuite des crimes internationaux et des crimes contre l'humanité, ce qui fait que peut-être la façon la plus simple, c'est de créer un tribunal ad hoc, un tribunal spécial pour l'Ukraine, comme on l'a fait d'ailleurs pour Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça, c'est tout à fait faisable parce qu'il y a d'autres tribunaux spéciaux qui ont fonctionné. Et finalement, ça peut-être résoudre pas mal de problèmes de droit, Mhm. tout en sachant, tout en sachant que les crimes de guerre peuvent être jugés par n'importe quel tribunal. N'importe quel Oui. tribunal en France en France, en Israël, aux États-Unis, etc., peut engager les poursuites contre les crimes de guerre. En fait, ça n'empêche pas. Après, le problème, c'est que je ne sais pas pour Israël, mais par exemple, les États-Unis ne reconnaissent pas l'autorité de la Cour pénale internationale, de la Mhm. Haye. Donc, du coup, ça complique quand même pas mal de choses. La Russie ne fait pas partie des pays signataires de la Haye, donc du coup ils disent ça ne nous concerne pas, mais Mhm. c'est pas parce que la Russie ne participe pas à ce tribunal que elle ne peut pas être jugée. Donc en fait les instruments de droit c'est les prétextes, hein, parce que si on veut le faire, on peut le faire et même avec les instruments existants. Mais bien Mhm. évidemment, s'il y avait un tribunal qui serait créé, parce qu'en fait, un tribunal ad hoc sur l'Ukraine, c'est peut-être l'ONU qui a intérêt à le créer. Donc, si l'ONU crée ce tribunal, à ce moment-là, ça lui donnerait une légitimité et une puissance reconnue au niveau international par tous les membres de l'ONU. Et donc là, à mon avis, ce serait pas mal. Alors, en termes de crimes de guerre, il y a beaucoup de choses qui font partie de ça. Selon un certain nombre d'organisations, et notamment le groupe de protection des droits de l'homme à Kharkiv, une ONG qui enquête aussi dans cette région, on a donc de la torture pour obtenir des aveux, de la torture pour faire signer des documents notariaux pour la cession des biens mobiliers, et ce qui évidemment à Radio Judaïka nous attire le plus, la déportation massive vers la Russie des femmes et des enfants pour ensuite faire de la propagande et les transformer en Russes modèles. C'est ça, Sergueï?
C'est ça, mais puis il y a autre chose d'ailleurs moi je dirais, devrait venir en premier lieu, c'est-à-dire que la Russie, en fait l'Ukraine a fait la statistique des cibles qui ont été touchées par les Russes. Et dans Mhm. ces cibles, les Ukrainiens disent qu'il y a à peu près 320 cibles qui sont les cibles militaires, qui sont Mhm. les unités militaires, qui sont les aérodromes militaires, etc., et plus de 23 000 cibles civiles. Et ça aussi, c'est un crime de guerre, parce que en crime de guerre, toucher délibérément les quartiers d'habitation, les Oui, écoles, les hôpitaux, c'est aussi un crime de guerre. Donc bien sûr. il y a plein de choses qui peuvent être imputées à la Russie. Et puis il y a autre chose aussi, les assassinats des civils, Mhm. parce que là aussi, à Boucha, on a constaté qu'il y avait des civils qui étaient détenus, qui étaient torturés, qui étaient assassinés avec les mains liées. Et donc les civils quand ils sont assassinés y compris sur le front, hein, ça veut dire dans les villages ou dans les villes qui sont occupées par une des parties, ça fait aussi partie de crimes de guerre. Donc l'éventail est très large. Bien sûr. Alors, Sergueï, les Ukrainiens qui réclament donc ces enquêtes sur les crimes de guerre, est-ce que eux aussi ils sont vraiment exempts de reproches ou est-ce que tout de même de l'autre côté, ils font peut-être pas autant, mais aussi des choses répréhensibles? Disons que la guerre, c'est jamais blanc ou noir, hein. C'est quelque chose c'est très difficile de contrôler la guerre parce que les hommes, quand ils voient la mort tout le temps, quand ils voient des tortures, ils peuvent Oui, aussi être très influencés. Ils peuvent avoir aussi les sentiments de vengeance. Et effectivement, les Ukrainiens aussi ont commis un certain nombre de choses qui pourraient être classifiées comme crimes. Mais à la différence des Russes, bien évidemment, d'abord c'est la masse qui est complètement différente. Et oui. d'ailleurs, nous avons vu le fameux rapport d'Amnesty International Mhm. qui a sorti ce rapport, d'ailleurs qui a provoqué un tollé international et mondial contre ce rapport, parce que en fait, dans ce rapport, ils ont mis en exergue un certain nombre de crimes commis par les Ukrainiens, qui d'abord n'étaient pas étayés, et en fait, ils ont passé presque enfin, au même poids la victime et l'agresseur. Donc déjà, il faut rappeler quand même que c'est la Russie qui est l'agresseur. Les Bien sûr. Ukrainiens défendent leur Mhm. territoire, et bien évidemment, en défendant le territoire, vous savez, parfois c'est difficile aussi de faire la distinction. Et la différence aussi, c'est que cette guerre, en fait, je rappelle aussi à vos auditeurs que cette guerre dure depuis 8 ans. Hein. Elle n'a pas commencé le 24 février, elle a commencé au mois de au mois de février 2014. Et donc, il y a eu aussi des accusations multiples des Russes par les Ukrainiens et des Ukrainiens par les Russes, parce que vous savez, dans les deux petites régions qui étaient autonomistes, enfin qui étaient sécessionnistes, à Lugansk et à Donbass, donc qui a occupé chacune un tiers de la région d'Ukraine du même nom. Il y a eu un front, et ce front, donc il y avait des Ukrainiens qui défendaient le territoire, mais ils faisaient aussi de temps en temps des bombardements de l'autre côté, et les Russes les ont accusés aussi d'avoir bombardé aussi les civils, etc., et puis d'un certain nombre d'exactions. Et je vous rappelle en fait que les Russes n'ont jamais été, côté russe, les soldats ou les miliciens de Donetsk et de Lugansk n'ont jamais été accusés de crimes de guerre, tandis que côté ukrainien, il y a eu des procès. Il y a eu des procès qui ont été, donc il y a eu un certain nombre de personnes qui sont passées devant les tribunaux ukrainiens, qui ont été condamnées et qui ont fait les peines de prison pour ça. Donc, si vous Mhm. voulez, l'Ukraine, c'est un pays qui, bien évidemment, ne peut pas exclure les bavures, Mhm. mais quand ces bavures sont connues des pouvoirs publics, ils sont quand même beaucoup mieux poursuivis qu'en Russie. D'accord. Et je vous rappelle aussi quand même que par rapport au nombre total de potentiels crimes imputables à l'une partie ou l'autre, la Russie c'est 98% et Mhm. l'Ukraine peut-être 2%. Donc voilà. Mhm. Ma dernière question rapidement, Sergueï, est-ce que cette nouvelle vague des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie, à l'heure où Vladimir Poutine perd du terrain en Ukraine, ça va faire pencher la balance?
De toute façon, les sanctions marchent. Les sanctions ont marché et marchent. Après, il faut rappeler que les sanctions, c'est pas quelque chose dans l'immédiat. C'est pas parce que vous prenez les sanctions que la Russie va tomber du jour au lendemain parce qu'il y a des sanctions. Vous savez, par exemple, les sanctions économiques, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises au mois de mai et qui ne vont rentrer en réalité qu'au mois de décembre, voire même en mois de janvier, février l'année prochaine. Et donc, vous Mm. voyez, c'est souvent aussi un tout petit peu retardé, mais de toute façon, ces sanctions marchent parce que les Russes se plaignent, parce que l'économie russe souffre, parce que le budget de l'État russe, par exemple, les sanctions économiques donnent des résultats. Le rouble n'est pas si, ne se porte pas si bien, l'économie russe ne se porte pas si bien. Le budget russe depuis le mois de juillet est déficitaire. Actuellement, la Douma, le Parlement russe, est en train de voter le budget pour les 3 ans à venir avec un déficit aussi. C'est difficile à entendre en France parce que la France, ça fait 40 ans qu'il a un budget déficitaire. Mm. Et donc, mais en Russie, pendant 22 ans, le budget était toujours avec le proficit. Et donc, c'est quelque chose qui fait très très mal. Et puis surtout, il y a aussi des dépenses de guerre qui pèsent très lourd. Et surtout que maintenant, quand Poutine a proclamé l'annexion de 4 régions partiellement occupées par ukrainiennes, occupées par les Russes, ça va peser aussi dans le budget russe parce qu'il faudra les nourrir, il faudra payer les retraites, il faudra prendre en charge ces régions et ça va se répercuter sur d'autres régions russes. Donc, de toute façon, les sanctions marchent et plus il y a de sanctions, donc lorsqu'il y a le huitième tranche de ces sanctions qui va arriver, ça va faire encore plus mal que les 7 précédents. Mais par exemple, est-ce que l'Europe a vraiment les moyens de ses ambitions, Sergueï? Parce qu'on voit que la Belgique, notamment, a demandé une période de transition parce que sur l'acier russe, elle a très peur de la fermeture des usines. Est-ce qu'on a les moyens de tenir la Russie comme on voudrait? À mon avis, la question des moyens, c'est une fausse question et c'est une fausse polémique parce que vous savez, il faut se décider par rapport à l'idéologie et par rapport à la politique. La décision est politique, la Mhm. décision est morale. Ça veut dire que la décision est très simple. Est-ce que pour gagner un peu de sous, vous êtes d'accord pour traiter avec le diable? Parce que Mhm. Poutine, c'est un diable. Et donc voilà, et la question se pose en termes moraux, d'abord et avant tout. Et puis en termes politiques, vous savez, l'Estonie dépendait du gaz russe à 100%. Mais Mhm. quand ils ont compris qu'il ne le fallait pas, ils ont dit, ça va nous coûter un peu d'argent, ça va nous poser quelques problèmes, mais la décision, la nôtre, est prise. Et donc, on va se couper du gaz et on ne va pas donner notre argent aux Russes pour qu'ils continuent à tuer les gens en Ukraine. Bon. Très bien. Merci beaucoup, Sergei Chernov, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB et auteur d'un très intéressant, enfin de plusieurs livres, mais en tout cas d'un intéressant livre sur la guerre en Ukraine qui s'appelle L'engrenage que veut Vladimir Poutine. Bonne journée à vous. Merci, à la prochaine. À très vite.